Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on a la deuxième partie de l'entrevue avec Jonathan Durand-Folco, qui est professeur à l'Université Saint-Paul d'Ottawa, qui nous parle du municipalisme. Aussi, en entrevue, on va parler de la santé, des médecins spécialistes, parce que c'est encore dans le décor. On va parler aussi d'un grand député qui a décidé de changer de carrière, François Gendron, qui nous quitte après 41 ans de loyaux services. On va instaurer un nouveau prix pour les enseignants qui va honorer les gens là, qui vont avoir fait des belles performances, que ce soit à la petite enfance, au secondaire, au primaire ou à l'université. Je pense que c'est une belle façon de remercier le monde enseignant. On va parler aussi du plus haut édifice en bois au monde, 70 étages. Puis on va parler aussi de Bill Gates qui se plaint de ne pas payer assez d'impôts. On commence avec l'entente des spécialistes. Bon, j'aime pas critiquer, j'aime ça trouver des solutions, mais il y a des fois qu'on n'a quasiment pas le choix. Bon, vous avez entendu beaucoup parler là, de l'entente avec les spécialistes, que nos médecins, nos spécialistes qui disaient on veut gagner autant qu'en Ontario, bien non seulement ils gagnent autant, ils vont gagner beaucoup plus, ce qui est totalement anormal. Mais le pire dans ça, c'est que notre premier ministre, M. Couillard, dit qu'il a été très dur avec les spécialistes. Franchement, je ne sais pas là, comment il fait pour penser qu'on peut croire ça. Sincèrement, s'il avait fallu qu'il soit mou, il aurait donné les hôpitaux en plus. Là. C'est les médecins qui seraient ramassés propriétaires des hôpitaux. On passe maintenant à une bonne nouvelle cette fois-là. Bill Gates, qui est un des plus grands milliardaires de la planète, qui dit qu'il faudrait qu'il payerait plus d'impôts. Il se plaint de ne pas payer assez d'impôts. Quand même assez spécial là, dans le devoir. J'ai vu ça récemment, là, la semaine dernière. Le milliardaire Bill Gates estime qu'il devrait, ainsi que tous les richissimes contribuables des États-Unis, payer davantage d'impôts et il qualifie la réforme fiscale du président Donald Trump de régressive. Ça veut dire que dans le fond, c'est qu'au lieu d'avancer, ça régresse, on pourrait dire. Et ce qui est le pire dans tout ça, c'est que, bon, il y a les millionnaires, mais il y a aussi les entreprises qui, elles aussi, vont diminuer d'impôts. Et ce que ça fait, c'est qu'à ce moment-là, ce sont les consommateurs, les petits consommateurs, les moyens consommateurs qui finissent par payer plus que leur part d'impôts. Et ça, c'est totalement inacceptable. Quand c'est rendu que les milliardaires se plaignent de ne pas payer d'impôts, c'est assez questionnable. Puis en plus aussi, ce qu'on ne dit pas, ce qu'on ne parle pas beaucoup, c'est que là, entre autres, notre ami M. Trump, il va financer un paquet de services des États-Unis en mettant ça sur la dette. Les États-Unis vont se ramasser avec la dette la plus grande au monde entier. Puis à un certain moment donné, ils vont avoir de la misère à payer ça. Puis qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire, bien là, on n'a plus le moyen de se payer des services, il faut qu'on coupe dans les services. Fait que finalement, c'est que là, ce qui devait être une bonne affaire pour la société va finir par être complètement ridicule, mais complètement, je dirais, dangereux pour la classe moyenne puis les petits, de tous ceux-là qui n'ont pas beaucoup d'argent. On continue avec une nouvelle, je dirais, je ne peux pas dire que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. Dans le fond, c'est un événement. C'est un événement. C'est François Gendron, avec qui j'ai siégé à l'Assemblée nationale, qui a décidé de prendre sa retraite après plus de 41 ans d'affilée au gouvernement. Il a gagné 11 élections d'affilée, si je ne me trompe pas. François, c'est un personnage. Il a siégé au Conseil des ministres avec René Lévesque. Il a passé à travers toutes sortes de crises, etc. C'est le seul député à avoir duré aussi longtemps. Puis dans le fond, il y a des gens qui disaient, même si, pas Parti québécois, même si on n'est pas Parti québécois, on vote pour lui parce qu'on l'aime. Parce que François, c'est un gars humble, c'est un gars aussi compétent, c'est un gars drôle aussi, avec qui on avait beaucoup de plaisir. Puis c'est un phénomène qu'on ne reverra probablement pas. Ça fait que ce que je lui dis à François, bien, merci beaucoup, François, pour tout le travail que tu as fait pour le Québec, pour les régions, parce que François, c'était aussi un régionaliste. Bien, bonne retraite, François, puis encore merci pour tout ce que tu as accompli, puis tout ce qui te reste à faire encore, parce que je suis certain que tu peux encore aider. Une autre bonne nouvelle, au Japon, on va construire le plus haut immeuble en bois. On dit que c'est un gratte-ciel de 350 mètres de haut. Ça veut dire que ça, c'est à peu près 1200 pieds de haut, ou à peu près, là, c'est vraiment très haut. Puis on dit que c'est pour commémorer le 350e anniversaire de la Société forestière japonaise Sumitomo. Cette compagnie-là a décidé de construire le plus haut édifice. Ça veut dire qu'il va y avoir 70 étages, tout en bois. Ça va coûter plus cher que si ça avait été en métal, mais les autres, ils veulent laisser leur marque, ils veulent montrer que le bois, c'est un beau produit, puis ils veulent montrer, dans le fond, qu'ils sont des leaders mondiaux.
C'est pas mal plus intéressant que nos compagnies forestières qui, pendant longtemps, alors qu'ils vendaient du bois, construisaient leur usine en tôle, puis en métal, en fer, en tout ce que vous voulez, puis oubliaient de mettre du bois dedans. Bien, il faut être au Japon pour être capable de faire des leçons des forestiers comme nous autres. Bien, moi, je leur dis bravo, messieurs de la compagnie forestière Sumitomo. Et j'espère que ça va faire des petits, puis ça va inciter d'autres mondes à en faire. Au Québec, on a commencé, mais on est rendu aux alentours de 6 étages là, au Québec. Là, ça avance, mais pas aussi vite qu'ailleurs. On parle maintenant d'une autre bonne nouvelle le gouvernement du Québec va instaurer ce qu'on appelle un ordre. C'est un prix, des prix qu'on va donner aux enseignants puis aux enseignantes. Là, puis c'est un prix qui va se donner à plusieurs niveaux, là, à la petite enfance jusqu'à l'université. Bon, il y a des gens qui ont dit « Ah, c'est pas assez, ça ne changera pas fondamentalement l'enseignement. » Bien, c'est sûr que c'est vrai. C'est vrai que ça te prendrait plus de valorisation du monde enseignant. Il y a des sociétés comme en France qu'un professeur, c'est beaucoup plus valorisé. Nous autres, on a tendance à critiquer le monde enseignant. Mais on ne devrait pas parce que c'est un métier très difficile. Je le sais, je l'ai vécu pendant plusieurs années. Puis il ne faut pas oublier une affaire, c'est que les professeurs, hommes et femmes, c'est des fabricants d'avenir. Puis si on a les meilleurs, bien à ce moment-là, c'est qu'on va se donner un meilleur avenir collectif. Ça fait que je dis bravo à cette initiative-là. Ce n'est pas parfait, mais je trouve que ça a du bon sens qu'on puisse célébrer de temps en temps des bons et des bonnes professeurs à tous les niveaux. On va parler des taxes sur la pollution qui sont trop basses selon l'OCDE. L'OCDE, c'est l'Organisation de coopération et de développement économique qui regroupe un paquet de pays modernes. Ce qu'on nous dit là-dedans, c'est qu'une des façons de faire en sorte qu'on puisse diminuer la pollution, bien, c'est de mettre des taxes sur la pollution, mettre des taxes sur ce qui pollue le plus. Et ce qu'on a appris là-dedans, c'est que malgré le fait que le Canada a des beaux discours, c'est que malheureusement, on n'est pas dans les premiers. On fait figure plutôt peut-être pas de cancre, mais presque. Parce que dans le fond, c'est qu'on est troisième avant-dernier dans ceux qui utilisent ce moyen-là. Dans le fond, il y a juste le Mexique et les États-Unis qui font pire que nous autres là-dedans. Fait qu'on a de l'ouvrage à faire. Parce que dans le fond, c'est qu'à partir du moment où on laisse polluer et on ne taxe pas ça, moins de chances que ça s'arrange. Je pense que c'est un bon message à donner aux citoyens, aux citoyennes. Si vous utilisez quelque chose qui est polluant, vous allez payer plus cher parce que ça amène des problèmes de toutes sortes. On parle maintenant de papier. Le papier, j'ai lu dans un article là, récemment qui disait, dans le Figaro, on disait qu'on peut faire du papier à partir du calcaire. On prend de la roche, on égrène ça, on met ça sous pression, puis on est capable de faire des feuilles de papier avec ça qui, semble-t-il, sont résistantes à l'eau et qui, semble-t-il, ne demanderaient pas beaucoup d'énergie à produire. Ils ne demanderaient aussi pas beaucoup d'eau aussi dans la fabrication. Puis ce qu'on dit, c'est que c'est un produit qui serait vu comme étant écologique du fait qu'il peut être renouvelé constamment. C'est de valeur parce que nous autres, on a beaucoup de papier ici au Québec. Notre papier est fait avec les arbres, c'est renouvelable. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il va y avoir de plus en plus de concurrence. Fait qu'il faut qu'on trouve des produits qui vont faire en sorte qu'on est capable d'avoir les meilleurs produits, les plus écologiques possibles et tout ça au meilleur coût. Pas toujours facile. On passe maintenant au président directeur général de Twitter. Pourquoi est-ce qu'on parle de lui? Bien, c'est parce qu'entre autres, il y a des drôles d'habitudes de vie. Puis je pense que ça peut être intéressant. Les gens là, qui gèrent des grosses affaires, on peut se demander comment est-ce qu'ils gèrent ça. Puis lui, il nous a donné son truc là, dans une entrevue que j'ai vue dans le Journal des Affaires. C'est que le Jack Dorsey, le PDG de Twitter, ce qu'il nous raconte, c'est que le matin, quand il se réveille, il a dit « Une fois réveillé, je me mets à méditer quelques minutes. Cela me permet de me connecter graduellement à l'instant présent, de mettre mes idées en place pour la journée à venir. Après ça, il fait 7 minutes d'exercice physique, histoire de se connecter au monde. Puis il dit qu'en plus de ça, il prend un bon café avant de se plonger dans l'actualité via Twitter. Il va chercher ses informations là-dessus. Bien, là, ce n'est pas tout. Ce qu'il fait, c'est qu'après ça, une fois qu'il est prêt à aller travailler, c'est qu'il sort de chez lui, il ne prend pas sa voiture, ni un bus, ni un vélo. Il marche. Il va à pied au siège social de la compagnie Twitter qui se trouve à 8 km de chez eux. Ça veut dire qu'en marchant tranquillement, ça lui prend 1h15 pour se rendre à son bureau. Et ce qu'il dit, c'est que c'est ce qui lui permet d'avoir l'esprit libre, qui lui permet d'être reposé et de pouvoir régler toutes sortes de problèmes dans la journée. Fait qu'à vous intéresser, si vous trouvez qu'il y a trop de trafic, si vous trouvez que les autobus ne vont pas assez vite, marchez, c'est bon pour tout. La santé, le génie, puis le restant. On parle maintenant de toponymie. La
Toponymie, ben, c'est la science qui nous rappelle l'origine des mots, l'origine des villes, l'origine d'où ça vient chacun des lieux qui existent, toutes sortes de beaux mots. Chaque année, la commission de toponymie nomme un gagnant pour le plus beau nom de l'année. Cette année, le coup de foudre est allé au parc de Bourangan. Et ce qu'on dit, c'est que ça désigne un parc public de l'arrondissement de Ville-Marie à Montréal, plus précisément l'ancien faubourg Québec qui appelait. Puis on dit que ça désignait les habitants, on désignait les habitants de ce faubourg par le gentillet. Gentillet, c'est l'origine, Bourangan. Et ça, c'était des gens qui s'habillaient avec un type de tissu qui était réputé inusable, souple et solide. Puis ils confectionnaient des pantalons, des robes, etc. Ça fait que les gens qui s'habillaient avec ce tissu-là sont devenus des Bourangans. Et on a le parc de Bourangan. C'est intéressant. C'est plus beau que Montréal. Dans les autres faits saillants de cette année, il y a eu une douzaine de nominations, des beaux mots, des beaux lieux, là, des affaires là, qui sont cute là, à mort. Je vous les nomme. Là. Cette année, dans les gagnants, il y a le chemin du Petit Canot à Rivière-à-Pierre. Il y a l'étang du Castor errant à Amenord. Il y a le parc de la Coulée Verte à Saint-Lambert. Le parc des Bourangans, on l'a parlé tantôt, c'était le gagnant. Le parc Palomino Brin d'Amour à Montréal. Le phare du Borgo aux Îles-de-Madeleine. La place Abinan à Gatineau. La place des Tisserandes à Montréal. La pointe Ikatarvik à Ivudjivik. Il y a la rue de la Cabinetterie à Saint-Jean-sur-le-Richelieu, le ruisseau du Feu à Terrebonne et la vieille gare du papier à Estingus. Des beaux mots, on en a beaucoup au Québec, puis je pense que c'est un patrimoine extrêmement important qu'on doit conserver. Tu nous dis qu'une des menaces présentement qui existe, c'est tout ce qu'on appelle le bien commun, qui est menacé d'être privatisé, mais que tu nous dis que la ville, la municipalité, c'est un endroit idéal pour garantir le bien commun. Comment tu vois ça, puis comment tu expliques ça? Mhm. En fait, il y a deux grandes questions. Je fais un peu la distinction, mais c'est assez vite dans mon livre, entre le bien commun, au sens d'intérêt général, privilégié, dans le fond, ce qui est bien pour toute la population. Et ce que j'appelle les biens communs, avec un S souvent, c'est des formes de différentes ressources qui ne sont pas sous la forme de propriété privée. Donc, ce n'est pas un seul propriétaire ou une entreprise qui possède une chose, mais ce n'est pas non plus la propriété étatique publique ou c'est le gouvernement qui possède ça. C'est plutôt une forme de propriété collective qui est gouvernée par des règles de gouvernance, par des gens, les usagers, la communauté. Et ça, on peut en voir différents exemples à travers des ressources naturelles, des espaces publics. On peut le voir aussi dans le domaine du numérique, avec par exemple l'encyclopédie Wikipédia, qui est un bien commun numérique. En fait, il n'y a personne qui a la propriété exclusive de Wikipédia. C'est en quelque sorte la propriété de toutes les personnes qui contribuent ou qui lisent cette chose-là. Donc, ce que je dis dans mon livre, c'est qu'il faut créer plus de biens communs à différents endroits, dans le domaine des espaces publics, logements, au niveau de l'économie. On prévoit les biens communs dans l'économie comme des coopératives, des entreprises d'économie sociale qui ne sont pas tournées vers le profit à tout prix ou essayer d'avoir le plus de richesse qu'on peut tirer, mais plutôt de répondre aux besoins de la communauté. Donc, ce que j'essaie de montrer dans le livre, c'est que les institutions municipales pourraient être là pour essayer de protéger les biens communs. Et ça s'est fait à différents moments à travers l'histoire. Donc, à l'époque médiévale, il y avait des villes qui avaient des chartes de protection des biens communs. On laissait des terres pour permettre aux gens de la communauté de cultiver leurs bêtes sans que ce soit la propriété d'un noble ou que ce soit juste à un seul individu, que ce soit ouvert pour la population. Donc, c'est cette idée-là que j'essaie d'amener. Il y a des biens communs qui existent à différents endroits. Il faudrait les protéger, puis il faudrait en créer d'autres aussi. Puis les villes pourraient aider à assurer la protection des biens communs, en fait. OK. Parmi les éléments intéressants que tu mentionnes au niveau du développement local, il y a la mise en place de monnaie locale qu'on appelle. Il y en a plusieurs exemples, entre autres, d'après ce que j'ai pu voir, un des plus intéressants, c'est celui qu'on appelle, au lieu d'être la livre sterling, ils appellent ça la livre de Bristol au Royaume-Uni. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne, qui émet les monnaies, puis qui détermine la quantité, la valeur? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus?
En fait, les monnaies locales complémentaires, la plupart du temps, sont créées par des associations de citoyens. C'est pas des formes de monnaie qui visent à remplacer en quelque sorte l'argent produit par la Banque centrale, l'État ou ainsi de suite. C'est plutôt une forme de monnaie qui est convertible. Donc, on peut prendre par exemple un billet de 20 $, le convertir en 20 unités de monnaie locale complémentaire, mais une fois qu'on convertit ça, ce bout de papier, ou ça peut être sur une carte aussi sous forme électronique, ça va être uniquement utilisable dans les commerces, dans les endroits qui vont accepter cette unité d'échange. Autrement dit, ce que ça fait, c'est que je vais décider de prendre une certaine partie de mon argent et ça va être juste utilisable dans un certain rayon. Ça peut être dans une ville ou dans une grande région et ça va favoriser en quelque sorte l'utilisation de la monnaie pour acheter des choses puis encourager des petits commerces dans la communauté. Donc, c'est une façon de dire l'argent, au lieu qu'elle se retrouve dans les paradis fiscaux, qu'elle circule, qu'il fasse le tour du monde, on va essayer de vraiment acheter des choses dans différents commerces. Et là, dans le cas de la ville de Bristol, en, en, en Angleterre, ce qui se passe, c'est que la ville a appuyé en fait le fonctionnement de la monnaie. Elle peut accepter même que les gens payent leurs taxes avec cette forme d'unité d'échange. Puis le maire de la ville a décidé de payer, en fait, de s'auto-payer comme maire de la ville uniquement sous forme de monnaie locale complémentaire. Donc, tout l'argent que lui gagne, il va devoir le dépenser dans sa propre ville, ce qui va encourager des circuits courts, puis permettre en quelque sorte de relocaliser l'économie. Donc ça, il y a plusieurs exemples qui commencent à émerger à différents endroits. À Montréal, il n'y en a pas encore, mais il y a un groupe qui travaille pour en créer une, et à Québec aussi, puis c'est quelque chose qui se répand en France, aux États-Unis, à Allemagne aussi. Donc, c'est une forme d'innovation citoyenne qui permet de relocaliser l'économie un peu. Tu nous expliques également qu'il y a un courant de décentralisation, pas juste au Québec. Là. Il y a des gens qui sont en faveur et qui militent dans ce sens-là. Il y a un courant international de la décentralisation. Mais comment tu expliques le fait qu'au Québec, avec le gouvernement actuel, on a l'impression que c'est plutôt le contraire, qu'on s'en va vers une plus grande centralisation? Comment tu expliques le fait que, alors qu'il y a un besoin de décentraliser, on centralise, on fait exactement l'inverse? Oui. Euh, En fait, je dirais qu'il y a à la fois la vague de décentralisation par des revendications à différents endroits. L'Union européenne essaie de faire ça aussi. Mais la vague de centralisation existe beaucoup. Puis dans la crise de la démocratie actuellement, ce qui se produit, c'est qu'il y a des pouvoirs centraux qui cherchent à prendre toutes les décisions directement pour des fois des raisons d'efficacité. Des programmes d'austérité, on va dire, il y a trop de dispersion des unités de décision. On doit essayer de rationaliser le système, puis faire en sorte qu'il y a juste une minorité de gens, les hauts cadres, les hauts dirigeants qui vont prendre les décisions, puis on va juste appliquer ça de façon uniforme. Donc, actuellement, le gouvernement Couillard, ce qu'il a fait depuis qu'il est élu, c'est de couper dans les outils de développement local régional, au niveau de la réforme du système de santé aussi, au niveau des garderies, à plein de niveaux. Il est en train, en quelque sorte, de couper les outils de démocratie locale, de concertation qui ont été créés au Québec depuis les 30 dernières années. Donc, c'est quelque chose au Québec, on a créé un État-providence qui était assez centralisé. Dans les années 1980-90, on a décentralisé progressivement. Et là, on assiste à un mouvement inverse. Puis d'après moi, ça va dans le sens du néolibéralisme, puis de la volonté de faire en sorte que ceux qui ont le pouvoir dans la société, que ce soit les grands dirigeants, les différentes élites qui vont d'un conseil d'administration à l'autre, ils ne veulent pas donner le pouvoir aux citoyens, communautés locales et ainsi de suite. Donc, je dirais que c'est un risque et c'est pour cette raison-là qu'il ne faut pas prendre pour acquis que la décentralisation va se faire par elle-même. C'est un enjeu de lutte et on doit essayer d'amener des revendications puis des outils pour permettre aux communautés de se gouverner elles-mêmes. Donc, c'est ça. Tu nous dis également qu'il y a une véritable révolution qui est en train de poindre à l'horizon au niveau local et puis que les villes vont avoir un rôle extrêmement important à jouer dans la construction de ce nouveau système économique et politique-là qui pourrait remplacer à la fois le capitalisme puis l'État-nation. Tu dis qu'il y a 6 grands principes rassembleurs qui pourraient structurer ce mouvement-là. Est-ce que tu peux nous en faire une brève description là, de chacun des 6 grands principes rassembleurs?
Oui. En fait, ce que j'essaie d'écrire dans le livre, c'est de donner une forme un peu cohérente, de fédérer des initiatives qui existent déjà dans une vision commune que j'appelle le municipalisme, qui est une vision qui dit, pour être capable de se réapproprier notre économie, la démocratie, la capacité de pouvoir agir sur nos vies, il faut en quelque sorte commencer par les municipalités, qui sont des lieux qui pourraient être transformés en forme de démocratie directement. Donc, ce mouvement-là, il existe des petits germes à différents endroits. Il n'est pas pleinement développé. Il y a des exemples à travers le monde, une nouvelle vague dans des villes espagnoles, entre autres, dans la région du Kurdistan, même dans des villes américaines et en France. Ça commence un peu. Et vers la fin du livre, en fait, on a mis en fait, j'ai mis le manifeste du réseau d'action municipale, qui est pour l'instant une forme de réseau informel qui regroupe des gens qui sont intéressés par la question municipale d'un point de vue de changement de la société. Puis les grands 6 principes qu'on a énumérés, qu'on a trouvés ensemble, peut-être qu'il y en aurait d'autres aussi, c'est d'une part la démocratisation des institutions. Donc le fait qu'il faut qu'on mette différentes réformes pour amener plus de démocratie dans les villes. Ça, en fait, ça doit être basé sur le principe de la participation citoyenne directe aux différentes décisions qui touchent l'ensemble de la ville. Donc, ce n'est pas juste des formes de consultation, il doit y avoir en quelque sorte des outils de plus pour aller un peu plus loin, pour qu'on puisse avoir des référendums, des assemblées publiques, des mécanismes de co-gestion aussi de la ville dans différents endroits, comme par exemple des budgets participatifs. Ensuite, il y a la question de la décentralisation, comme on l'a dit, donc d'amener un peu plus de pouvoir pour que les villes puissent avoir leur mot à dire aussi. Parce que si on amène plus de démocratie dans les villes et qu'il n'y a pas de compétences, ils n'ont pas d'outils, ça va être difficile d'amener un changement. Ensuite, il y a la solidarité qu'on peut trouver entre les villes et les villages. Donc, le but, c'est que si on décentralise le pouvoir, il ne faut pas que les villes se referment sur elles-mêmes, que chaque petit village devienne égoïste puis pense juste à ses propres intérêts. Il faut créer des liens de solidarité entre la ville, la campagne, entre différentes municipalités et les différentes régions entre elles. Ensuite, il y a la justice sociale, donc les droits sociaux, la question du logement, du transport, de se soucier du bien commun, des inégalités. Et ensuite, la question de la transition. Donc, le fait de se diriger vers un nouveau système qui n'a peut-être pas encore de nom précisément, mais d'amener une forme de relocalisation de l'économie, une forme de système qui serait plus écologique aussi, puis de participer par le pouvoir des villes à amener plus de démocratie. Donc, c'est un petit peu ça l'idée. Puis, est-ce que présentement, comme je sais qu'en France, le mouvement existe, est-ce qu'il y a plusieurs municipalités qui ont comme adhéré? Puis comment les gens peuvent faire s'ils veulent adhérer à cette organisation-là, là, l'espèce de, que tu appelles, je pense, Réseau d'action municipale, le comme le réseau d'action municipale, là? Est-ce qu'il y a des municipalités en France qui ont adhéré? Est-ce qu'il y en a au Québec? Puis comment on fait pour adhérer à ça si on veut en faire partie? oui. En fait, je dirais pour l'instant, initialement, quand ça a été lancé, il y avait l'intention de créer une organisation, donc avec des membres, avec des statuts, règlements, ainsi de suite. Pour l'instant, le projet lui-même ne s'est pas concrétisé entièrement. Il y a un site web qui existe, donc actionmunicipale.org. Il y a une page Facebook aussi, Réseau d'action municipale, où il y a différentes choses qui se reproduisent. Et on partage des idées, différents articles de l'actualité qui parlent du rôle des villes, des municipalités, de la démocratie, et ainsi de suite. Et pour l'instant, il n'y a pas de structure, on ne peut pas devenir membre. Mais c'est quelque chose que s'il y a des gens à travers le Québec qui voudraient s'organiser et créer une nouvelle structure, dont moi, je serais prête aussi à mettre un peu l'épaule à la roue pour aider à construire ça de façon plus officielle. En France, il n'y a pas de réseau non plus qui existe, mais il y a plusieurs individus, il y a des groupes, différentes associations, puis il y a des villes comme la ville de Grenoble, il y a la ville de Saillant aussi en France, qui ont en fait mis en place des listes citoyennes où là, c'est les citoyens qui ont pris le pouvoir dans la ville et c'est pas juste les représentants en place qui vont décider à la place de la population, c'est vraiment des comités de travail qui permettent aux gens de se gouverner. Donc, actuellement, il y a aussi en France des gens là-bas qui tentent de créer un certain réseau à l'échelle de la France, qui sont influencés par ce qui se fait en Espagne, l'Italie. Donc, tranquillement, on dirait que chaque endroit dans le monde tente de se réseauter, de créer différentes organisations, plateformes. Et d'après moi, peut-être dans les prochaines années à venir, il va y avoir peut-être quelque chose d'encore plus grand, une forme de réseau international des villes qui essaient de changer les choses. Et c'est quelque chose qui commence à prendre forme. Mais justement, par rapport à ça, j'avais lu il y a plusieurs années
un texte d'un auteur chinois qui proposait la mise en place de ce que lui appelait à ce moment-là une république universelle des villes et villages. Est-ce que tu penses qu'on s'en va vers ça? Pour parler de république universelle, je ne sais pas si on est encore rendu là à court terme, mais du moins, c'est un des projets qu'on pourrait voir, d'après moi. Donc, progressivement, peut-être dans le prochain siècle, s'il y a de plus en plus de villes et de villages qui se regroupent à l'échelle régionale, que même dans différents États, il y a la tentative de décentraliser le pouvoir, et entre les différents États aussi, et de façon transnationale, on prévoit différents réseaux apparaître. Là, je ne sais pas si ce nouveau système qui émerge de la base, qui est en train en quelque sorte de regrouper des villes et des villages, va être capable de recréer un nouvel ensemble qui va remplacer le système en place. Mais du moins, d'après moi, il y a le germe peut-être d'une république universelle qui commence à pointer le nez. Donc, je dirais que c'est peut-être plus sur le long terme que quelque chose comme ça pourrait voir le jour. OK. Bien, je te remercie, c'est bien intéressant. En terminant, est-ce que tu aurais un coup de cœur pour un produit local ou un événement que tu connais, que tu voudrais faire connaître pour nos auditeurs ou nos auditrices? Produit local, j'essaie de voir ça. Il y a quelque chose que j'ai beaucoup apprécié qui participe un peu de l'esprit de transition de la démocratie locale qui a lieu une fois par année au début du mois de juillet. Donc, c'est le festival Virage qui a lieu à Sainte-Rose-du-Nord. Donc, qui est un grand festival qui a à la fois des conférences, différents ateliers pratiques, la musique, la culture. Et c'est un lieu de rencontre, d'échange, partage d'idées. Et c'est vraiment une forme d'incubateur à nouveaux projets. Donc, c'est un festival qui a lieu une fois par année. Je crois que la programmation pour Virage 2018 n'est pas encore officielle, mais ce serait quelque chose que j'encouragerais les gens à aller voir. C'est un festival à l'extérieur. On peut amener ses enfants, s'amuser et essayer d'inventer le monde de demain aussi. C'est ainsi que se termine notre émission. Je vous invite la semaine prochaine à écouter notre émission. Il y aura toujours des actualités, puis une entrevue avec Marie-Lise Chrétien-Pinault qui va nous parler de municipalité nourricière. À la semaine prochaine.